Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 14e de la saison ce soir, 14, comme le nombre d'émissions qu'il nous aura fallu pour nous débarrasser d'Amaïs. Et oui, enfin libéré du Larousse des réformés les gars. Profitons-en, vous pouvez piétiner la langue française autant que vous voulez. Tout est permis ce soir. Mais surtout, c'est la 51e de l'histoire de l'émission. Et pour l'occasion, Idriss, balance-nous le jingle, s'il te plaît. Ah, qui veut un petit pastaga, les mecs, hein? Magnifique. Il fallait la sortir pour cette 51e de l'émission. Je pense que c'est le meilleur jingle de l'émission. Voilà, alors on l'a pas souvent sorti. Je crois que j'ai une tweet de côté d'ailleurs pour ce soir. On va peut-être la sortir. Faut que j'essaie de le retrouver là pendant que vous êtes en train de débattre. Je vais essayer de le retrouver. Vous l'aurez compris. Donc Amaïs n'est pas là ce soir. Il sera de retour à nos côtés la semaine prochaine. Mais comme chaque semaine, je suis quand même entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef, à qui les paris ne réussissent décidément pas, puisqu'il avait mis un petit billet sur la victoire samedi soir de Miss Normandie. Bonsoir Idriss. Alors comme ça, je vois que le message privé, alors que Mais même, tu sais, même si vous ne, non mais le truc, moi, c'est que moi, pendant que j'avais un œil sur Algérie-Maroc, je ziotais sur la cérémonie des Miss France, et je me suis dit, je vais en parler avec les copains, on va rigoler un peu, on va se moquer un peu, tu sais, tu connais Miss Guadeloupe, elle ressemble à Fodé Mansaré, tout ça. Donc je me suis dit, on va essayer de vanner un peu entre nous. Sauf que moi, j'envoie 2-3 messages et je reçois aucune réponse. Je me dis, bon, ils ont décidé de me snober, et ben voilà, Tipat, 4 jours plus tard, le mec s'en occupe. Pour me moquer dans Passe ton ballon, je trouve ça petit. je t'avoue que je n'étais pas devant, mais écoute, j'ai pas pu répondre. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à ces fameux messages. Mais c'est toujours une soirée particulière. Moi, j'aime bien la soirée des Miss France. Ça me fait rire. Non, mais je oui, regarde je pas en bien- entier parce que ça me je vois bien gonfle, devant, mais regarder 2-3 minutes, ça me fait rire. est-ce que tu fais partie de ces gens, la catégorie que tu as tweeté samedi soir, qui ressemble à une Fiat Panda, mais qui se permettent de dire oh, quoi, Miss Poitou-Charentes, ça pas avec un bâton. Mais qui a pas dit ça devant Miss Auvergne? Même elle avait de la honte. Mais bon, bref, c'est pas le débat. Avec nous également l'homme qui change presque aussi souvent de tweet name que Sampaoli son 11 de départ. Oui, c'est possible. Bonsoir Merwan. La balle perdue, incroyable. Bah écoute, très très content d'être là, surtout après ce magnifique enchaînement jingle pastis, puis débrief Miss France à la bonne franquette là, donc vous êtes bien dans la beaufitude, voilà. Après, il s'est pas passé grand chose Maroc-Algérie entre le penalty égyptien, le penalty marocain et le but de Blaili. Match historique à l'émotion. Bah oui, allez voir le but de Blaili. T'as vraiment regardé que d'un œil. Ouais, franchement, la deuxième mi-temps, ouais. Et enfin, les gars, il fait son retour pour la deuxième fois de cette saison. L'homme au TN noir et qui n'a pas sa langue dans sa poche, puisqu'il n'a pas hésité dimanche à qualifier Matteo Guendouzi de Dendeng. Un membre originel de la team Passe ton ballon qu'on prend toujours plaisir à recevoir. Azir est avec nous ce soir. Bonsoir, Azir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation et toujours des introductions de très très haut niveau. Est-ce que je l'ai bien fait là? Dendeng, c'est ça? Parfait. Azir, est-ce que tu fais partie des gens qui ont pété un plomb devant Guendouzi qui ne veut pas marquer la 93e dimanche après-midi? Je vois que ça a fait beaucoup de débats sur Twitter. J'ai vu des gens péter. Je me suis fait engueuler par Seb Volp. J'étais en live sur le Phocéen et je dis à Seb, pendant le live, mais pourquoi il frappe pas? Et Seb Wolf il fait, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? C'est la 92e, on s'en fout. Je dis ok. Mais justement, qu'est-ce qu'il a à se prendre la tête? Tire, peut-être que le ballon il va être contré, il va aller en corner. Et au pire, tu marques. Allez, on sait jamais, Ouais. peut-être. Soyons fous. Soyons fous. Ouais, mais du coup, je me suis fait engueuler pour rien. Tu mérites en même temps. Ouais, Je suis sûr que tu avais fait une bêtise 5 minutes avant. Ah non, pas du tout. J'avais fait une performance incroyable. Ah oui, ça c'est ouais. La normale. Allez, on va pas y dire. Les amis, on est ensemble pour une émission spéciale centre de formation ce soir. Alors vous savez que c'est une thématique qu'on évoque souvent dans l'émission, à laquelle on aime bien d'ailleurs consacrer un épisode chaque saison. Donc c'est pour ce soir, hein, on va faire le point sur la situation du centre à quelques jours de la nouvelle année. Dans quel état se trouve le centre? Comment se portent ces différentes équipes cette saison? Quels joueurs sont à surveiller? Pas mal de questions auxquelles on va tenter de répondre. Et puis on débattra, messieurs, aussi toujours sur le même thème et sur la vraie utilité du centre de formation de l'OM.
Pourquoi l'OM n'arrive pas à valoriser, à capitaliser ces jeunes talents? Maxime Lopez est parti pour une bouchée de pain. Boubacar Kamara se dirige un peu aussi vers la même sortie, vers un départ en fin de contrat. Lucas D'autres Perrin vont n'est pas sans doute vraiment. suivre. Lucas Perrin est parti aussi par la petite porte, si je puis dire ainsi. Il est juste prêté. Et, bon, est-ce qu'il va rester à Strasbourg? Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Ce qu'on lui souhaite, oui. En Moi, tout cas, j'espère qu'il joue revient pas pas. mal. Moi, j'espère qu'il revient pas. Moi. En tout cas, il a peut-être trouvé un club à sa mesure. Ouais, Enfin, on va en parler. Et c'est bien pour lui. On embrasse Et Sony. d'autres. Non, ne l'appelle pas, s'il te plaît. Quoique, s'il y a à dire, ça peut être drôle. Ouais, oui, bien sûr, c'est pour ça. D'autres vont sans doute suivre le même chemin d'ailleurs. Et d'ailleurs, Idriss nous offrira une petite exclue sur la situation et l'avenir d'un jeune joueur du centre pendant l'émission. Voilà, ça sera comme ça, balancer un petit moment, une petite info. Donc, bref, beaucoup de choses à dire ce soir. Sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 14. C'est parti, Idriss, jingle. L'état du centre de formation, les gars, on va s'attarder un petit peu là-dessus. On en a un petit peu parlé lors de la première partie de saison, là, dans les précédentes émissions. On a vaguement évoqué quelques jeunes joueurs. Là, on va essayer de s'attarder un petit peu plus sur certains cas, également sur certaines équipes, parce qu'il y a des équipes qui sont plutôt en réussite, d'autres qui sont en grosse difficulté. On va en revenir là-dessus. Mais pour commencer le débat, les gars, juste pour faire un point sur la situation globale du Oula les amis, alors attention, j'ai une grosse perte de connexion à la maison. On va essayer de récupérer les gars de suite. C'est bien depuis le début, directement au début de l'émission, si vous nous rejoignez sur Twitch. Tac. Hop, attention Mathieu, excuse-moi, SFR joue avec nos nerfs. Parce que en fait ils t'ont coupé et ils m'ont coupé là, je vous ai perdu pendant un petit moment. Donc voilà. Donc essaye de reprendre l'introduction dès le début, je couperai au montage. Depuis tout le début? Non, pas tout le début, mais après le jingle, on va dire. Après le jingle. Après le 50... jingle. Non, le dernier jingle. Ah, donc ouais, ok, je lance le débat, quoi. Voilà, merci. Allez, je reprends en 3, 2, 1, c'est parti. L'état du centre de formation, les gars. Alors, on en a un petit peu parlé au cours de cette première partie de saison, mais on va essayer de s'attarder un petit peu plus précisément sur certains cas, sur certaines équipes. Certaines équipes du centre se portent bien, d'autres sont en grosse difficulté, on y reviendra. Mais on va essayer d'abord de faire un petit point sur la situation globale et c'est bien qu'on vous ait, Idriss et Azir, vu que vous êtes des fidèles de l'OM Campus. Vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu plus précisément là-dessus. Je crois qu'on avait fait l'émission sur le centre de formation il y a 1 an jour pour jour, si je ne dis pas de bêtises. Du moins, c'était en décembre. Ouais, C'était à la mi-saison de l'an dernier, donc c'est bien d'avoir un petit point. C'était au début des émissions à huis clos. Oui, voilà, donc c'était. Ça devrait pas être très loin de ça. Ouais. Voilà, ça devait être en novembre ou décembre 2020. Les gars, donc la question elle est simple. 1 an après, comment se porte le centre? Est-ce qu'il y a eu des évolutions, qu'elles soient positives ou négatives? Vas-y, Azir, si tu veux commencer. Je ne sais pas si on a le même avis, Idriss et moi, mais en tout cas, bon, si je devais résumer cette première partie de saison sur l'ensemble des équipes du centre, si on englobe les U16 et U17, donc avec 19 et la N2, je suis assez mitigé sur un plan collectif au niveau du contenu, même si par exemple les U17 sont dans le top 4, sont à la 4e place, les U19 occupent la sixième place de cette poule, des poules qui sont assez relevées. Je trouve que dans le contenu, c'est assez irrégulier, notamment sur le plan offensif. Dans beaucoup trop de circonstances, l'OM arrive à s'en sortir en fait parce que dans la plupart des cas, individuellement, ils sont supérieurs aux équipes qui s'affrontent. Et pourquoi je dis c'est mitigé sur un plan collectif? Ça se voit de manière criante, notamment chez les U19, lors des confrontations face aux équipes professionnelles, aux concurrents professionnels, donc Montpellier, la Saint-Etienne, Toulouse et d'autres. Et encore, Montpellier, c'était pas aussi criant que les autres. Hein. Ouais, mais c'est tout. Non, c'était déjà au-dessus, mais par exemple, rappelle-toi le match contre Toulouse, où vraiment, même s'il n'y a eu que 1-0, il y avait 2 classes d'écart entre les deux équipes. Ouais, tu sens qu'il y a une différence. Enfin, Saint-Etienne aussi, c'était assez visible. Et je trouve que ça dénote en fait, et ça dure depuis plusieurs années, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je trouve en tout cas de l'extérieur d'une incapacité ou en tout cas d'un manque de la part de l'encadrement de permettre aux joueurs de s'approcher petit à petit au cours de leurs années de formation vers le football de haut niveau, sans parler de l'exigence que demande un club comme l'Olympique de Marseille. Je parle simplement de la capacité des joueurs à s'approcher des exigences demandées pour jouer en Ligue 2, Ligue 1. Après, encore une fois,
parce que bon, on a discuté avec Idriss ou même avec d'autres, avec des collègues qui regardent aussi des matchs de jeunes, de clubs professionnels, de l'Olympique de Marseille, des centres de formation. Et j'ai l'impression que je suis peut-être un peu dur, je suis peut-être, voilà, c'est pas forcément un avis est dominant, donc j'ai pas forcément raison, mais j'ai vraiment l'impression, enfin, j'ai vraiment cette vision un peu mitigée. Il y a encore trop de manques. Et là, je parle vraiment d'un aspect terrain, que d'un aspect terrain sur le plan collectif. Après, sur un plan individuel, il y a, sans parler de satisfaction, mais il y a des évolutions que je trouve positives dans quasiment toutes les générations. Individuellement, certains joueurs dans quasiment tous les secteurs, si on prend individuellement en défense, au milieu, en attaque, il y a des évolutions, il y a des progressions qui sont intéressantes. Et justement, d'ici la fin de saison, ça va être intéressant de voir comment le club, d'ici la fin de saison ou d'ici 2 ans, comment le club va accompagner ces joueurs qui ont un potentiel intéressant. C'est encore une fois, vous connaissiez cette phrase que je dis, redis sans parler de crack ou de pépite, mais de joueurs qui ont des qualités. On parle d'aptitude, pas forcément de performance pure, mais d'aptitude, de qualité, de profil, qui pourront peut-être un jour devenir des footballeurs professionnels aguerris. Et on verra comment le club va réussir à les amener vers là, si le club est dans une démarche de progression, d'amélioration. Voilà. Justement, ce serait pas bien qu'on dresse un petit peu le portrait de ce qui a changé cette saison de manière structurelle par rapport aux autres saisons, parce que c'est Pas vrai, grand-chose. vous savez très bien que il y a quand même eu des choses. Continue, vas-y, je te laisse finir, on verra après, vas-y. Pas de problème. Il y a quand même eu des choses assez importantes en termes de refonte dans la manière de s'entraîner, la manière d'envisager les équipes. Alors certes, c'est pas une révolution, mais moi je sais que en tout cas la saison dernière, il y a quand même une prise de conscience, notamment de la part de David Friot et de Pablo Longoria, qui étaient complètement atterrés par le niveau des équipes de jeunes. Et puis ensuite, on allait progressivement vers la mise en place. Enfin, il y a eu plusieurs recrutements cet été de personnes assez importantes. Vous le savez très bien. Les noms m'échappent. J'ai un trou de mémoire, mais peut-être que vous pourrez les De rappeler. quoi tu Donc, parles au centre de formation. Au centre Non, de mais formation, à la les, détection ou Non, dans la gestion, tu as le mec du pôle Dex. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et tu as le mec de l'équipe de France U17. Oui, c'est bon, Moutier, Merci. Moutier, l'ancien de l'équipe de France. Ouais, mais au recrutement, ils ont refondé un peu la cellule de recrutement au niveau des jeunes et pros. Ouais. Et puis aussi, tu as eu toute la partie aussi individualisation des entraînements qui est arrivée. Tu as aussi la formation de ce fameux groupe élite où les meilleurs éléments, en tout cas perçus du centre de formation, les fait s'entraîner ensemble, en tout cas la semaine ou une partie de la semaine. En fait, bref. Ils s'entraînent surtout le lendemain des matchs des pros où tout le monde est au repos en fait. Eux s'entraînent, en fait, ils font l'entraînement que les pros vont faire la semaine. Ils la matérialisent, on va dire, pour le staff de Sampaoli pour voir ce qu'il y a amélioré avant de la proposer au reste du groupe. Et dans ce groupe élite, il y a déjà ceux qui ont des contrats pros et qui ne jouent pas avec les pros, donc les Sciortino, Bertellier, Raoult, Caprice, tout ça. Et il y a aussi quelques jeunes triés sur le volet. Et puis moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais pour moi, ça dénote quand même de quelque chose d'assez important. Je sais que ça a poussé pas des coups de gueule, mais disons des prises de conscience en interne, parce que finalement, avant, ou en tout cas depuis l'arrivée de Pablo Longoria et David Friot, on prend conscience qu'en fait, le centre de formation, c'est pas uniquement du social ou une colonie de vacances. C'est qu'il faut prendre conscience aussi que par génération, il y a 1% des joueurs qui percent, au final, qui deviennent professionnels. Et que le centre de formation n'a pas vocation à donner du temps de jeu à tout le monde, mais à véritablement former des joueurs professionnels. Et vous le saurez, parce que vous avez plus suivi les équipes en jeunes cette saison, c'est qu'il faut aussi tendre vers ça, et qu'avant ce n'était pas le cas, et que peut-être, en tout cas, on voit peut-être les premiers pas justement de cette élitisation, si j'ose dire, du centre de formation. Oui, non, mais complètement, c'est ce qu'ils veulent. Après, avec Azir, il y a 1 an dans l'émission, je ne l'ai pas réécouté, mais je crois que je me rappelle, Azir, on avait dit, si l'OM n'était pas capable d'emmener les 3 joueurs, Souaoui, Pitou, Versini, en l'espace de 1 ou 2 ans vers le groupe professionnel, il fallait fermer le centre de formation. Ouais. On avait dit ça 1 an plus tard.
Un an plus tard, il y en a un qui n'est même plus au club. Zouaoui est plus au club, il joue même plus au football. Aujourd'hui, il s'est converti dans la télé-réalité. Versini est remplaçant. Non, c'est une vache. Il n'y a pas eu des rumeurs qui faisaient état d'un peut-être possible retour mais à non, l'OM. mais c'est parce qu'en fait, son agent agent qui fait partie de la prochaine troupe du Jamel Comedy Club avait tweeté ça comme une info, comme une mission. Et en fait, bon, rien à voir. Sachant que cet agent, quand il prend des rendez-vous à l'OM, il lui raccroche au nez. Bonjour, c'est toi. Allez, au revoir. Giovanni Versini. Oui, c'est un comique, le mec. Giovanni Versini est remplaçant avec les U19 et remplaçant avec la réserve, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'on le surclasse, mais quand il le met avec les 19, ben on le laisse sur le banc aussi. Et le troisième, c'était Pitou. On s'est découvert, le mec, il a toujours été meneur de jeu. C'était limite le fils d'Iniesta et Payet dans un petit corps d'1m50. On lui a dit, tu vas jouer ailier. Et tu débordes et tu centres, hein. Donc voilà où on en est un an plus tard. Ça fait peur. On a quelques commentaires là, des gens qui sont avec nous. On salue Abenodis qui nous dit bonsoir tout le monde, ici la team Spotify pour mon premier live. Et ben écoute, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Un plaisir de t'avoir parmi nous. On a notre ami 13 qui nous dit le match face à la SSE 19 aurait pu se finir sur un 6-0 tellement que c'était facile pour Saint-Etienne. Ouais, la différence, elle était là. Ça m'a pas choqué, je dirais pas jusque-là, tu vois, mais tu vois quand même on sait que quand même entre l'OM et les centres de formation top qui sont capables de sortir régulièrement des joueurs aguerris pour la Ligue 1 assez régulièrement, il y a une différence. Ça, faut pas la nier. Bon, elle est claire depuis de nombreuses années. Je pense qu'on est assez tous d'accord là-dessus. Mais chaque année, quand tu vois ces confrontations en U19 entre Saint-Etienne et l'OM, parce que souvent ils sont assez régulièrement dans la même poule ces dernières années, à chaque fois c'est le même constat. Ils s'entraînent tous les jours comme eux, ils sont dans les mêmes conditions, je veux dire, matériel. Je ne sais pas si je l'avais commenté avec toi, avec Nicolas, mais on avait commenté un match entre l'OM et Saint-Etienne en U19. Et dans l'équipe de l'OM, il y avait Alex Flipono, Nielsen Nkunku, Marley Ake. Parmi les gros noms qui ont un peu tourné à l'époque. Dans l'équipe de Saint-Etienne, il y avait Bilal Benkedjim, Charles Abi et un petit mec qui a un peu fait carrière derrière, Wesley Fofana. Donc, voyez entre où sont passés les trois mecs que je viens de vous citer de Saint-Etienne. Donc, Bilal Benkedjim a un peu tombé. Il y avait Charles Abi aussi. Charles Abi qui joue à Guingamp aujourd'hui, qui est prêt à Guingamp, donc qui est dans sa carrière. Et Wesley Fofana qui a deux doigts du Real Madrid. Côté Olympique de Marseille, donc on a Nielsen Nkunku qui est remplaçant au Standard de Liège alors qu'il est prêté par Everton. Et qui est mauvais. Qui est très mauvais. C'est un quarterback, c'est un linebacker de foot américain. Mais ça se voyait. Pas un footballeur. Alex Filipono est remplaçant. Alex Filipono est titulaire au FC7, mais c'est en national, quoi. Et Marley Ake, aujourd'hui, il fait des posts Insta pour les U19 de la Juve. Donc, avec Azir, en fait, on a eu cette question, on s'est posé cette question-là il y a 2 mois, là, un peu après le début de saison, où justement on se posait la question de comment ça se fait que les équipes de l'OM en 14, 15, 16 écrasent tout. Et je dis bien tout. Azir, tu me coupes à la moindre connerie que je raconte. Hein. Comment ça se fait qu'en 14, 15, 16, voire même 17, sur les générations 2002-2003, l'équipe soit tellement au-dessus et que quand tu arrives aux catégories qui se rapprochent du monde senior, du monde professionnel, eh ben en fait, elles sont très en retard et je reste par rapport aux autres clubs pro. Parce qu'on se fait la réflexion par rapport à Saint-Etienne. Il y a la réponse dans ta question. Il y a la réponse dans ton constat en vrai, parce que tu le pointes très bien, c'est que quand on arrive à véritablement l'étranger où tu vois les plus-values, où on passe un peu de ce football naturel à ce football un peu plus industrialisé, entre guillemets, où tu vois vraiment le savoir-faire des centres de formation, bah, tu vois qu'à l'OM ça pêche. Parce que, moi je le sais, j'ai parlé même avec des gens en Ligue 1, des recrutants de Ligue 1, qui parlent notamment de la pauvreté de l'encadrement à l'Olympique de Marseille et aussi de la particularité du contexte marseillais. Récemment, j'ai eu un témoignage d'un club qui fonctionne très très bien dans la formation, d'accord, et qui me parlait du contexte des jeunes joueurs marseillais et qu'en fait, à quel point les clubs de Ligue 1, s'ils ne les prenaient pas tôt, ils allaient être réticents
à aller les chercher parce qu'en fait, c'est trop dur Ouais. de déraciner un jeune de la région de Marseille et de le faire percer ailleurs parce que c'est tellement particulier, Marseille. Tout le monde se connaît, c'est un village, enfin, l'expression est connue. Et dans le même temps, tu as ce problème d'encadrement où déjà d'une, tu n'as absolument pas de politique unifiée à l'échelle du centre de formation. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les compétences réelles de Nasser Largué, en dehors du fait que ce soit un excellent politicien. Sous Bizarreta, c'était pareil, hein, et les gens avaient du mal un petit peu à voir où est-ce que ça allait. Alors certes, tu as du mieux parce que ça vient un peu plus d'en haut. Tout ce qui est un peu la pieuvre de l'Olympique de Marseille qui essaye un petit peu de se rattacher à certains clubs partenaires. Enfin, il y a eu Herbel récemment et c'est très bien. Mais ça on en a déjà parlé dans l'émission l'année dernière. Et je le C'est dis pas à chaque dingue, fois, tu vois. c'est que C'est pas assez. ces partenariats ne servent à rien. Mais concrètement, c'est de la politique et ça permet au club d'avoir une petite rentrée financière en plus, mais en soi, dans les faits, ça ne sert à rien, ça ne change rien Après- à la politique. Après, je dirais pas jusqu'à pense pas dire que que ça ça sert à rien. Je dirais pas jusqu'à dire que ça sert à rien. Parce que, par exemple, sur la génération, bon, après, ils sont très jeunes, ils sont en préfaux, ils sont 2008. encore très loin de tout. La génération 2008, l'OM, donc, qui sont actuellement U14, l'OM a quand même pu, et je suis pas quasiment certain, mais je pense que les partenariats ont joué parce qu'ils ont quasiment recruté les meilleurs joueurs de cette génération dans le département, voire dans la région. Et c'est la première génération sur laquelle ils arrivent vraiment à recruter voilà, quasiment les meilleurs. Hein. C'est des petits, par Oui, exemple. mais À l'époque, ça fait déjà j'étais 2 ans. éducateur. Ça fait C'est déjà une 2 ans génération qu'on en que entend j'avais avant parler. le passé. Ça fait déjà 2 ans qu'on en entend Génération parler de cette 2008. génération 2008. Mais vas-y, Tu continue. vois, ils ont réussi à. Après, on verra, c'est encore très très tôt, mais c'est juste pour dire que, évidemment, que dans ce partenariat, il y a un peu de communication, il y a de la politique, il y a beaucoup de clubs qui sont pas véritablement concernés ou sont pas véritablement considérés comme de véritables partenaires de l'OM. Il y a quelques clubs, hein, mais c'est pour ça que je dirais pas, je nuance légèrement. C'est comme, par exemple, quand on dit en U14, en U15, voire en U16, l'OM a des résultats voilà, qui sont intéressants. U14, par exemple, ils écrasent la concurrence et tout, etc. En U16 aussi, ils arrivent à être premiers, même si je trouve la génération 2006 assez faible. Mais Juste, les gars, juste pour les viewers qui nous écoutent, enfin, qui nous regardent sur Twitch et qui vont nous écouter en podcast, Azir, il est sur combien de saisons d'affilée, l'entraîneur des U16 sans défaite? ça fait 3 saisons. Bon, après, il y a eu le Covid entre-temps, mais ça fait 3 saisons. 3 mais saisons il et est pas- demie sans défaite, le mec. Ouais. Ouais, mais justement, c'est parce que je pense aussi après une réalité, un principe de réalité qui pour moi c'est la norme en fait. En, Bah oui. région- Ouais. en D'accord régional, avec toi. pour un club comme l'OM, d'être romé, les résultats, pour le coup, on s'en fout vraiment parce que quoi qu'il arrive, ils vont terminer premier de leur poule, tu vois, et c'est normal Ouais, parce mais que regarde, dans la la poule, t'as Nice et concurrence, ça va être Nice-Monaco, Ouais, et voilà. Nice-Monaco, dans ces catégories-là, voilà, ils n'accordent pas forcément d'importance, c'est un peu l'association, les joueurs, c'est pas forcément les mêmes joueurs qui sont au centre de formation, qui seront au centre de formation après en 17, en 19. Ben, on l'a vu Donc, samedi dans voilà. l'effectif de la réserve, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là depuis seulement 2 ans, 3 ans, et donc qui n'avaient pas joué ces catégories de 14-15 ans. Est-ce que c'est ça, les amis, qu'il faut regarder véritablement quand on juge un centre de formation, les résultats? Bah, Non, parce non, que- justement, non, justement, c'est ce qu'on dit. J'embraye, justement, c'est pour ça, vous inquiétez pas, je dis pas que vous êtes en train de le dire, c'est Mathieu a dit justement un mot depuis 22 pour vous donner. Moi, je vous écoute religieusement, c'est passionnant. Allez-y, continue. Faites comme si je n'étais pas là. Occupe-toi des timers. Vas-y, Myron. Non, c'était justement en fait pour dire aussi que, et ça me permet d'embrayer, et vous avez été très 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 bon juste avant, c'est que cette politique du résultat à l'échelle d'un centre de formation, je la trouve complètement bête. Et malheureusement, et je trouve qu'à l'Olympique de Marseille, c'est aussi le cas, d'accord, il n'y a pas de communication entre différentes équipes. Je sais qu'il y a déjà eu des tensions entre différents coachs parce qu'ils viennent piocher le joueur de la catégorie en dessous et puis le mec qui se retrouve emmerdé. puis surtout- La catégorie au-dessus, pareil. Attends, Il y a énormément de concurrence. Vas-y, pardon. vas-y. Non, mais j'amène une précision par rapport à ce que tu dis. Vas-y, Il y a, vas-y, avec il y a plaisir. 2 ans, il y avait beaucoup de tensions entre, bon, on peut dire les noms, entre Olivier Janouzi qui est entraîneur des 17 et Patrice Leonetti qui est entraîneur des 19 parce que l'entraîneur des 19 ne pouvait pas piocher dans les meilleurs éléments des 17 parce qu'on demandait au coach des 17 d'aller jouer les playoffs. Et il y en a eu d'autres. Et Des après- choses qu'on peut, enfin, on peut pas en parler là. Non, mais il y en a eu- d'autres, tu non, vois. mais je Et donnais un t'as raison de le dire. Je donnais un exemple concret parce qu'aujourd'hui les 2 mecs sont plus au club, donc au moins voilà, ça permet d'éviter d'entretenir, de faire croire qu'on fait partie de tel ou tel camp, parce que je sais qu'on est écouté Voilà. au club. Mais voilà, c'est juste pour montrer que, et c'est des problèmes qui ne se règlent pas entre les 2 protagonistes, mais on va parler, à l'époque c'était
J'ai oublié son nom tellement. L'ancien directeur du centre, Azir Cassini. Et aujourd'hui, on va en parler. Il a failli se battre d'ailleurs pendant un entraînement public. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire. Il a voulu me battre à moi. Donc, Il y avait un entraînement public à l'OM. Il allait se battre, je crois, avec un préparateur physique devant tout le monde. Et en fait, voilà, c'est un problème où le centre de formation est à l'image du club, c'est-à-dire qu'il est plus politique que sportif. Allez, je te laisse continuer. Et oui, et justement, en fait, c'est que tu as énormément de concurrence entre certains coachs ou entre certains membres du staff, donc tu n'as pas forcément cette politique de cohésion. Et pour le coup, je trouve ça hyper dommage. Là, je vais faire mon hipster pendant 30 secondes. On va parler un petit peu de ce que vous savez déjà, ce qu'ils font à l'Ajax, rémunérer de la même manière l'ensemble des coachs du centre de formation, d'accord, pour pas que, par exemple, l'entraîneur des U17 veuille prendre les U19 parce que c'est plus prestigieux, ça fait mieux, c'est mieux payé. Et peut-être un peu travailler de manière conjointe, d'accord, qui est un fil conducteur, c'est tout bête, hein, mais un projet de jeu qui soit clair, défini, qu'on joue peut-être avec le même dispositif dans toutes les catégories de jeunes, et peut-être pas qu'on essaye de se placer, d'être premier avec son équipe, pour dire, mais regardez, c'est moi le meilleur entraîneur du centre, j'ai fait tel résultat, je mérite une meilleure équipe. Donc, moi, je pense, et je vous demande à vous, les amis, est-ce que ce serait pas mieux, finalement, et cette question est un peu rhétorique, mais je vous la pose quand même, est-ce que ce serait pas mieux, quand même, si on mettait un peu les égos de côté, et qu'on se met sérieusement à travailler au centre de formation olympique de Marseille? C'est un vrai problème qu'il y a de ce que vient de relever Merwan sur justement cette saison en 17-19 et réserve. Donc les catégories les plus importantes d'un centre de formation, si je suis pas trop con. C'est qu'en fait, les coachs, pour certains, sont en train de passer leur diplôme ou sont déjà en train de préparer leur sortie. Parce que pour 2 d'entre eux, ils sont liés à Nasser Largué. Nasser Largué, et ça demanderait limite une émission entière sur les tensions qu'il y a entre eux au centre de formation, entre guillemets, le camp Largué, mais c'est pas vraiment ça, le clan Largué qui est géré de loin par Jacques-Henri Hérault, et le clan Longoria Frio. Parce qu'aujourd'hui, vite fait, vraiment, les gars, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est très très long et j'essaye de préparer un article sur le truc, mais je vais dans tous les sens, il y a trop d'arguments à remettre en question. Nasser Largué devait partir cet été. Avec 13, on avait l'information. 13, je crois, l'a sortie sur son compte Twitter, 13-013. Il voulait se barrer. Dès l'arrivée de Longoria, il voulait se barrer et il devait signer à Caen. L'accord était trouvé, le contrat était pris, il n'avait plus qu'à signer. Il a été, comme il restait 1 an sous son contrat, il a été retenu par Jacques-Henri Hérault. Quand Jacques-Henri Hérault a perdu la présidence du club, il a été retenu par Jacques-Henri Hérault parce que Jacques-Henri Hérault, même si c'est lui qui a mis Longoria en place, il s'inquiète très fortement de la prise de pouvoir du club par Longoria. Et donc là, en fait, Jacques-Henri Hérault, il a abandonné le secteur professionnel parce qu'il l'a perdu. Donc il l'a laissé tomber, il sait qu'il ne peut plus se battre sur ça. Mais Jacques-Henri Hérault reste les yeux et les oreilles de McCourt en France. Il ne faut pas l'oublier, ça les mecs, on l'a déjà dit, on va le répéter à chaque fois. Si Franck McCourt est à l'Olympique de Marseille, c'est uniquement grâce à Jacques-Henri Hérault. C'est Jacques-Henri Hérault qui l'a motivé, qui lui a monté la tête pour le faire venir à l'OM. Donc, tant que McCourt sera là, Jacques-Henri Hérault sera toujours là. Le problème, c'est que Jacques-Henri Hérault se méfie de la prise de position, de prise de pouvoir de Longoria, parce que Longoria, sur 5-6 prochaines années, on ne sait jamais, n'oubliez pas que Jacques-Henri Hérault est aussi un politique, Pablo Longoria pourrait se rapprocher un peu trop près de McCourt et gêner les business de Jacques-Henri Hérault. Donc ce qu'essaye de faire Jacques-Henri Hérault, c'est essayer de garder la mainmise sur le centre de formation via Nasser Largué. Donc Nasser Largué, là, est en train de faire 1 an à contre-cœur. Et vraiment, et à la fin de saison, pour lui, il est en fin de contrat. Donc, à part si. Il ne sera pas renouvelé. S'il est renouvelé, ça témoignera d'une chose, c'est que Pablo Longoria ne décide absolument pas ce qui se passe sur ce dossier-là. Et donc qu'il n'est pas. Chantier à venir pour nommer quelqu'un à la tête du centre, avec en plus Hérault qui va peut-être vouloir nommer un mec à lui, quoi. Exactement. Et le problème, et ça on en parlait avec Romain Canici sur un plateau du Phocéen, c'est que c'est le problème récurrent de l'Olympique de Marseille au centre de formation depuis 10 ans, c'est que tous les 2-3 ans, tu changes de philosophie, tu changes de projet. T'as pas de ligne directrice claire avec un mec qui vient et qui va bosser au service de cette ligne directrice. T'as des mecs qui viennent, qui vont instaurer quelque chose, on va dire c'est nul et on va tout gommer, on va repartir de zéro. Mais il a instauré quoi, Nasser Larguet? Il a rien fait, les mecs sont dubitatifs, il fait des présentations complètement claquées. Et il est là, il essaie de manier les égos, c'est tout ce qu'il fait, les gens se sont rendus compte. Avec Azir, on avait des échos, du moins de la première année, c'est que déjà il était très apprécié, c'est pas non plus à jeter quand tu es à Marseille, mais rappelle-toi Azir, des éducateurs qui nous disaient aujourd'hui j'ai l'impression de travailler.
Là où avant, Les éducateurs du club? ouais, là où avant ils étaient des éducateurs à l'OM comme ils étaient éducateurs à RBL ou à Gémenos, Nasser Largué demandait sans cesse des comptes rendus, des trucs écrits, des rapports, des ci, des là. Ils avaient, en tout cas la première saison, donc celle qui s'arrête au Covid en mars, pas celle qui s'arrête la saison Ouais. dernière en novembre. Il y a eu 6 très bons mois. En tout cas, dans le relationnel. Après, sur les résultats, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on le voit. Mais sur le relationnel avec ses coachs, il y avait 6 très bons mois. Et vraiment, vraiment, c'est même pas pour faire mon politique à deux balles, parce que j'ai rien à gagner, je connais personne, j'ai aucun intérêt au centre. Tout se passait très bien, au moins jusqu'à la première saison. Et puis après, il y a eu cet été 2020, entre les négociations pour certains contrats pro, les promotions d'un tel ou d'un tel, les classifications de coach en telle catégorie, et puis il y a eu la signature de Stéphane Tambouré, qui est un très grand ami de Nasser Largué depuis plusieurs années, qui était avant entraîneur de Sedan, et qui, en fait, Qui a fait finale de Gambardella, je crois, avec. finale de Sedan. Gambardella, oui, mais qui n'est pas reconnu comme un coach très formateur, mine de rien, parce qu'à Sedan, apparemment, il jouissait d'une bonne génération qui n'a rien donné derrière, mais bon, bref. Ah non, mais pas du tout. Pour Gambardella, il a fait du brick et de broc en allant chercher en district, en allant aller à droite à gauche. Non, mais Enfin, c'est pas... je sais que. apparemment, c'est pas lui qui avait fait le recrutement à l'époque, c'est pour ça que je te dis ça. C'est que lui, il a bénéficié d'un travail de tout un club. Après, c'est tout à son honneur aussi, un final de Gambardella, ça se fait pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est c'est qu'en fait, il y a des éducateurs au club qui s'attendaient à une promotion interne. Et certains, sauf que quand Nasser Largué dit oui, t'inquiète, je vais voir, je suis en train de voir, parce que Jacques-Henri Hérault aussi à l'été 2020 donne les pleins pouvoirs à Nasser Largué sur le centre de formation, ce qu'il n'avait pas avant. Nasser Largué donc signe Stéphane Tambouré, et là ça jette un froid. Dans plusieurs catégories du centre, ça jette un froid parce que tu as l'impression que le gars devant te dresse toutes les louanges, et puis quand il faut être récompensé, il n'y a plus rien. Mais bon, là je parle depuis assez longtemps. Les gars, vas-y, pardon. Vas-y, Merwan, ok. conclue sur le gros volet structurel, etc. Et après, on passe plutôt sur le terrain. Mais vas-y, je te laisse conclure. Ok, non, mais c'est intéressant parce que là, pour le coup, là, Idriss, on est complètement dans des logiques de pouvoir interne. Et à mon mais avis, c'est je au ne te demande sauvegarde, pas de confirmer ou d'infirmer. Je ne te demande pas de confirmer ou d'infirmer parce que tu as tes sources et il n'y a pas de problème. Mais là, je pense qu'on est en provenance d'écho de personnes qui sont frustrées de ne pas avoir été promues. Parce que c'est des personnes qui étaient déjà frustrées avant son arrivée, qui ont reçu certaines promesses, non seulement pendant son arrivée, mais pendant la saison, qui au-delà de ne pas avoir été promus, ils ont senti ça comme, pas comme une trahison, ça serait un peu fort, mais comme un mini foutage de gueule. Ouais. Tu nous as dit qu'on allait en parler, qu'on allait voir, et puis dès que tu as l'opportunité de faire signer ton pote, tu fais signer ton pote. Parce que c'était le seul argument de Nasser Largué, enfin le seul argument, c'était la seule raison pour laquelle Stéphane Tambouré est aujourd'hui coach des 19 de l'OM, c'est parce que c'est l'ami de Nasser Largué. Il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de négociation, rien. C'est t'es dispo, tu viens. Point barre. Oui, enfin peut-être, mais en tout cas, je sais que, moi, Tambouret, il y a des joueurs qui sont quand même satisfaits de son travail. Je sais que, en tout cas, c'est vrai, et que ça, tu le remarques, sincèrement, il y a pas mal de gens aussi qui ne l'aiment pas au club. Et pour le coup, pour revenir plus globalement sur Nasser Largué, et je trouve que tu l'as souligné très justement, c'est qu'il s'est fait, le duo Longoria-Friot l'a un peu castré. Ce n'est absolument pas Largué, par exemple, qui gère le recrutement du centre de formation. Et pour le coup, Larguet, cette saison, tu as parlé des 6 premiers mois de la saison dernière. Cette saison, c'est un peu le chaos total de ce qui se passe au centre de formation. C'est-à-dire que, en tout cas, les apparences s'entreposent et les gens s'en sont aperçus. Aujourd'hui, on le considère beaucoup plus comme un politicien, quelqu'un qui va manager les égos. Par exemple, personne ne comprend aussi le fait que Maxence Flachez, et là, ceci pour répondre à 13-013 qui me lance sur le sujet, qui est complètement hors sujet à l'Olympique de Marseille. Lui, c'est un comique. C'est un comique. On aura peut-être l'occasion plus longuement. Je sais que Lama devait enchaîner. Donc on va faire la transition justement sur les équipes. Alors, comme tu le disais, Idriss, les équipes les plus importantes, on va dire, c'est les U17, U19 et la N2. Donc, on va se focaliser sur ces équipes. On va pas parler des plus jeunes parce que ça n'a aucun sens de parler de gamins de 14-15 ans. Ça ne sert à rien. Juste sur les équipes U17, pour faire un tour rapide. Donc, les U17 en championnat, U17 Nat, ils sont 4e du championnat. Les U19 sont 6e du championnat et la N2 elle est en grosse difficulté puisqu'ils sont 15e, ils sont en pleine lutte pour le maintien comme depuis quelques années d'ailleurs. Les gars, sur les U17 rapidement, 4e place, comment se porte cette équipe? Est-ce que vous avez eu l'occasion de la voir souvent cette saison? Et si vous pouvez nous faire aussi le panorama des forces en présence aussi
Ouais, tout à fait, sur oui. qui Les joueurs à personnalités de suivre, cette équipe, quoi, voilà, c'est ça. Sur les U17, les gars. Azir, si tu veux commencer. Sinon, Comme je disais en introduction au début de l'émission, même si les résultats sont loin d'être catastrophiques, hein, ils sont quatrièmes, ils sont encore bien placés pour une éventuelle, même si ça me semble compliqué vers une qualification. Ils peuvent penser à la lutte pour la qualification en play-off, mais comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, les résultats. C'est pas le plus important en termes de formation, même si c'est une des dimensions de la formation, parce on tend vers du football de haut niveau, donc du football de compétition. Mais dans le contenu, sur le plan collectif, encore une fois, je suis assez mitigé, c'est assez irrégulier. Je trouve qu'il y a encore trop de manques sur le plan offensif. Il y a les capacités, il y a le potentiel, il y a les qualités de certains joueurs pour avoir beaucoup plus de choses sur un plan collectif au niveau des Tu mouvements, penses à qui, par exemple combinés. Il y a qui, toi, qui te marque dans cette équipe? Sur le plan individuel, sur le plan offensif, tiens, Ryan Assad, par exemple, ailier, que tu peux jouer côté droit, côté gauche, même il a déjà joué dans l'axe quand il était à Rebelle, parce qu'il était à Rebelle avant de signer à l'Olympique de Marseille. Très, très régulier, c'est peut-être le joueur ou un des joueurs les plus réguliers du centre sur cette première partie de saison. 12 matchs, 12 titularisations, 9 buts. Des passes décisives, de la percussion, du dribble, un joueur qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est le leader de cette génération 2005. Tu vois, donc c'est un joueur hyper intéressant. Tu as aussi Jacques-Hervé God, G-H-A-U-D, qui a été élu jeune joueur du mois. Jeune joueur du mois, exactement. Exactement. Qui est à la base un joueur offensif, ailier gauche, mais qui est capable de jouer cette saison. Il a aussi joué latéral gauche. Ouais, ça sera son nouveau poste. Hein. Donc, ouais, on va. Futur Jordan Amavi ou pas Écoute, latéral gauche. Après, s'il peut avoir la même carrière, il dira pas non. Et surtout que physiquement, il est déjà assez en avance pour son âge. Et donc, ça lui permet d'avoir pas mal le dessus, mais c'est un très très bon joueur. C'est très technique. Oh, c'est un joueur. Après, il y a par exemple derrière aussi El Asrar Mohamed qui est de la génération 2005, mais qui évolue surtout. Non, très très objectif. Il y a plusieurs comos dans l'équipe en plus, je crois. Hein. Plusieurs, mais c'est une invasion le truc. Il y a un 4-5, je crois, non? Je pense que c'est la communauté la plus représentée à l'OM. Hein. Ben oui, il y en a 143. Kamal Amada, je crois, il y a Neidali aussi, c'est un como, quoi. Ouais, exact. Kamal Amada, enfin, ouais, c'est vrai, il y en a. Après, il y a un joueur, moi, que j'affectionnais particulièrement l'année dernière, avant que la saison s'arrête. Après, j'ai un peu moins vu, parce que les 17 jouaient beaucoup à l'extérieur des matchs amicaux, mais il témoigne, mine de rien, sa gestion témoigne un peu du flou qui règne au centre de formation entre les générations. Azir, c'est Lukoki. Lukoki qui est recruté pour jouer attaquant, puis replacé au milieu de terrain en relayeur dans un 4-3-3 pointe basse. Enfin, lui, il jouait pointe haute, mais par l'entraîneur des U16, Ibrahim Rachidi. Il fait, en tout cas de ce que j'ai vu, un excellent début de saison. C'était limite le meilleur joueur de son équipe. Et là, cette saison, on lui a redemandé de passer ailier. Donc en l'espace de 3 ans, il a joué à 3 postes différents. Mais c'est un joueur qui a un sens du but assez développé pour son âge, personnellement. Enfin, je trouve. Bon, après, moi, ces changements de poste qu'il peut avoir, encore une fois, on est dans une idée de formation. Même si des fois, tu te dis pourquoi il le change, pendant un an, il reste au même poste et finalement, il passe là. Bon, après, il y a des circonstances pour les coachs, pour les staffs. Ils doivent des fois un peu bricoler, etc. Et dans certains contextes, pour certains joueurs, c'est pas plus mal des fois d'aller découvrir autre chose. Ils vont développer d'autres qualités, ils vont avoir un autre contexte. Au milieu de terrain, il va avoir un peu plus de densité, donc il faut réfléchir plus vite, prendre l'information encore plus vite, être capable de sortir de la densité par un dribble, par un bon contrôle, etc. Alors qu'en attaque, peut-être on va demander un peu plus d'autres choses, d'autres qualités. Et donc ça permet d'étoffer, je pense, le joueur de manière générale. Et là, en plus, Lukoki fait pareil, il fait partie des fers de lance un peu de cette génération et de cette première partie de saison U17. Hein. Titulaire quasiment indiscutable, 11 matchs, 12 titularisations, 8 buts. Il plante, il percute, il combine beaucoup avec Assad, avec Salomon Sissé qui a un peu moins joué cette saison, et avec God quand il joue, avec les autres attaquants. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a des évolutions sur cette génération individuelle qui sont intéressantes, même si globalement, je trouve que c'est la génération 2005. C'est moyen, quoi. C'est moyen, mais c'est plutôt moyen par rapport à. Parce qu'il faut savoir que l'OM a mangé Gucci pendant 3 ans, avec les générations 2002, 2003, 2004,
qui étaient un peu dans le quart sud-est, reconnus comme des très grosses générations. Hein. D'ailleurs, c'est Maziada dans le chat qui nous disait il y a quelques minutes, l'OM a tué la génération de 2004. Déjà, c'est quoi ce que tu disais? Tu regardes sur la génération 2002, tu as Fabio Vanni. Bon, lui, malheureusement, un peu trop petit, malgré que ce soit un excellent gardien. Malheureusement, du coup, le monde pro se ferme assez rapidement pour lui. En 2002, tu as Aaron Kamardine, Isaac Liadji. C'est qui le troisième? Cheikh Soirée, merci. En 2003, tu as Hugo Blondel, Ilyas Zouaoui, Paolo Sciortino, Hugo Bertelli. En 2004, tu as Enzo Comon, Giovanni Versini, Jonathan Pitou, Yakin Saïd Mamadji derrière. Là, je viens de te citer 10 joueurs qui, quand ils sont U14, U15, on se dit, bon, là, dans tout ça, il y en a 4 ou 5 qui doivent finir pro facile. Et là, aujourd'hui, on arrive à un moment où on se dit, si on a un qui juste il signe, il fait une entrée, on est content. Donc c'est très 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 décevant d'avoir suivi cette évolution-là. Les gars, on passe au U19. Donc les U19 qui sont 6e du championnat. Bon, même si, comme tu le disais, Azir, les résultats ne sont pas forcément les plus importants. Même si en U19, on commence déjà à s'approcher du monde professionnel avec des joueurs qui commencent à avoir certaines qualités, une certaine expérience à un certain niveau. Les gars, sur les U19, il y a déjà des noms qu'on connaît un petit peu plus. Alors, je peux me permettre? Vas-y, bien sûr. Je vais poser une question. Azir, que penses-tu du début de saison de Naïm Chadjouli? Voilà, on lance le chronomètre. Non, mais début de saison très très intéressant, hein, même si au final, il y a eu 13 matchs depuis le début de l'année. Tu peux le présenter un petit peu pour ceux qui... Il en a joué 7. Oui, pardon. Donc c'est un milieu de terrain relayeur assez complet, qui est capable de faire des différences par la passe, par la course, qui est présent à la récupération, dans les transitions, qui est capable d'enchaîner assez rapidement, qui est à l'aise techniquement, qui est assez fin dans le jeu combiné, dans le dribble, dans la frappe. Il est intelligent, il est capable de distribuer, d'orienter, dans la gestion du tempo. C'est je trouve un vrai beau joueur de foot, beaucoup de qualité, un profil intéressant, mais depuis 2-3 saisons, sa progression est un peu freinée par des blessures. Par des blessures, et donc ça c'est dommage. Là on le voit, par exemple, il a joué 7 matchs en tout en U19, plus son entrée en 1-2 lors de la dernière journée. Bizarrement, il rentre et provoque 2 occasions. Donc, et sur un total de 13 ou 14 matchs possibles. Donc en gros, il a joué la moitié des matchs. Et donc à cause des blessures. Mais par le profil, c'est assez intéressant. Ouais. Les gars, sur cette génération-là, il y a des joueurs un peu plus connus, comme je le disais, du moins du grand public. Il y a un mec comme Jonathan Pitou, dont on commence à parler pas mal. Giovanni Versini aussi, tu l'as dit, Idriss. Sur cette génération, les gars, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je reste un peu sur ma faim sur le début de saison des 19. Avec Azir, souvent, on va voir les matchs. Je trouve le contenu très, 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 très faible. Je note pas, à part pour Naïm Chadjouli, je note pas de progression nette par rapport à la saison dernière, voire même il y a 2 ans. Je vois très peu de joueurs être vraiment meilleurs que ce qu'ils nous avaient déjà montré. Moi, j'ai mon petit coup de cœur, mais je reste un peu sur ma faim par rapport à son début de saison. Azir, c'est Da Silva au milieu de terrain, qui est un très beau joueur de foot. Mathieu, toi, tu adorais un 6 devant la défense, capable de jouer des 2 pieds, qui sait alterner jeu court, jeu long, qui a une très très belle précision sur une touche de balle que je trouvais quasiment hallucinante en jeune. Mais après, aujourd'hui, il se confronte un peu trop durement au niveau 19 nationaux. Après, je sais pas, en 19, en fait, en 19, le problème, c'est que t'as beaucoup... t'as un effectif qui est ultra, ultra riche. Il y a même des joueurs qui ont disparu de la circulation. On ne sait pas trop comment, Azir, tu me dis si j'en oublie un, mais par exemple, Yacine Damani en défense centrale, il joue plus, on ne sait pas pourquoi, alors que c'était limite un cadre de son équipe la saison dernière. Imran Moussaoui sur le côté gauche, pareil, alors que le mec, il est international algérien. Après, il y a pas mal d'internationaux algériens. Je crois que c'est le premier pourvoyeur en sélection de jeunes. Ouais. Damani. T'avais Delis aussi qui. C'est ça, exact.
Ouais, qui est pas incroyable, pour le coup, vous l'avez vu. Non, mais lui, pour le coup, il se heurte à quelque chose de plus naturel, c'est le niveau. Voilà. Bah voilà, tu l'as dit. Lui, Tu l'as dit. pour le On coup, lui c'est... souhaite une belle carrière. Oui, mais on souhaite une belle carrière à tout le monde. Fais Moi, je mentir demande- les gens. Fais Moi, mentir les gens. mais j'aimerais tellement que on sorte dans 5 ans, on me clippe ça et qu'on me dise ouais, regarde, t'as pas cru en lui. Mais tellement, je serais tellement content. Mais après, voilà, aujourd'hui, on fait une émission, on est Oui, non, le mais 14 bien décembre sûr. 2021 et je suis obligé de dire que je vois pas Ryan Daly percer dans le football. Mais j'aimerais tellement qu'il me fasse mentir. Non, mais t'as raison, je dis simplement ça parce que voilà, ça peut paraître un peu, Mais un tu fais peu bien, lâche. tu fais bien, tu fais bien. On va dire, ouais, voilà, lui il est nul, non, ça reste des jeunes et puis on sait pas ce qu'ils vont, Mais ce qu'ils vont pareil, devenir. Il y a des. Voilà. on parlait tout à l'heure de Nielsen Kunku. Moi, je disais la même chose de Richard, là, qui a signé professionnel la saison dernière, qui est aujourd'hui au PFC, qui joue pas au PFC. Qui joue pas, malheureusement. C'est un club de Ligue 2. Il joue avec la réserve qui joue en R2 ou en R3, je sais plus. Et, Oh, c'est triste. et je trouvais ça. Et je ne lui ai trouvé aucune qualité si ce n'est de la vitesse à ce joueur. Et Azir notamment me disait ah tu es dur, non mais regarde, et je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit. Et je demandais qu'à ce qu'il me fasse mentir. Après voilà, c'est pas pour me brosser ou quoi, mais malheureusement, force est de Bah, c'était constater pareil que chez Nielsen Kunku, tu te souviens, et après ça va peut-être permettre, après les équipes qu'on ait ce fameux débat sur les minots, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à l'OM. Mais vous vous souvenez de Nielsen Kunku quand il doit signer pro, ça fait tout un bazar, les supporters disent on donne pas la chance, ceci, cela, alors qu'au final quand tu vas à l'OM Campus, tu vois très bien que Créteil, ça était merci complètement... 13. C'est à Créteil, Richard Deschard. Quand tu voyais Nkunku, tu voyais très bien que physiquement le mec il était au-dessus, mais que c'était le seul domaine où il était au-dessus, mais le reste il était complètement à la ramasse, aucun timing pour monter. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que c'était compliqué. techniquement, c'est un très beau joueur. Hein. Il est capable de faire de très bonnes choses avec son pied gauche, mais après, il comprenait pas grand-chose sur le terrain, placement, cerveau, jouer dans le bon tempo, faire les appels contre-appels quand il faut, rien, zéro. Je l'ai vu mettre des transversales de 35 mètres avec son pied gauche. Des transversales, littéralement, il frappe transversale, une frappe qui redescend, une feuille morte, des trucs de fou. Mais tu vois que derrière, c'était complètement hors sujet. Derrière, il va à Everton. Je pense que les mecs espèrent un peu lui redresser un peu son foot. Ça marche pas. Il a fait 3 passes contre Crawley Town et on a dit ouais, on a encore laissé partir Emino. Mais non, les gars, on a rien laissé partir. Ça a sorti des compiles de passes à 6 mètres, mais ça va, wesh. Mais le pire, c'était Yvan Lemay, son agent, c'était bien lui. Ouais, c'était Yvan Lemay, son agent. C'est toujours Yvan Lemay. C'est toujours Yvan Lemay. L'OM n'estime pas la juste valeur ces jeunes joueurs. Je crois qu'Nkunku demandait autant que Liadji à l'époque. Je crois qu'il demandait 60 000 balles par mois. Ouais, à un moment donné, il faut aussi être sérieux. L'OM, on n'arrive pas des fois à signer des jeunes, mais de l'autre côté. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais tu sais qu'à l'OM, ils ont même pas regretté quand il est parti. Bon, il y avait 2-3 personnes au centre qui disaient mais non, il est encore perfectible. Mais même Villas-Boas a dit mais laissez-le partir, que ça s'en fout. Ouais, mais tu sais que même sur Liadji. Oui, même Liadji, il n'y avait pas d'unanimité. Il n'y avait pas d'unanimité. Ouais, il y a des éducateurs qui disaient bah voilà, il a un plan A dans le jeu. Physiquement, il arrive souvent à mettre le coup de rein, mais quand il faut varier, c'est compliqué. Je trouve qu'on le voit aussi à Lille, mais bref, c'est un autre débat. Après, Liadji, quand il commence à s'entraîner en pro, il avait 17 ans, donc c'était à ce moment-là qu'il fallait le redresser un peu et élargir sa palette. Et malheureusement, l'année de sa 17e année, il ne s'est pas passé comme prévu. Vas-y, Mathieu. Les gars, un tour rapidement sur la N2 qui, elle, pour le coup, est en grosse difficulté. Donc, on a dit 15e de N2. Alors, on ne va pas parler de Maxence Flachez. On en a déjà évoqué son cas. Voilà, bref, c'est tout ce qu'il faut savoir. Juste sur l'effectif et sur la situation de la réserve, qu'est-ce que vous pouvez dire, les gars comment on explique ces difficultés qui, en plus, ne datent pas de cette saison, quoi? Azir. J'envoie tout sur lui. Dès que c'est des questions dures à répondre, j'envoie. Azir. Effectivement, les résultats le montrent. C'est un marasme collectif qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Bon, déjà, premièrement, le niveau global, encore une fois, il faut arrêter de se mentir et regarder les matchs. Après, regarder tout ce qui peut se faire ailleurs. Et je parle pas forcément en termes de performance pure, mais de qualité qu'on peut retrouver, de profil. Après, il y a évidemment la concurrence. On explique qu'il y a des adversaires, que le championnat national 2 est relevé, que tu affrontes des joueurs qui sont expérimentés, qui sont rompus à ce niveau. Certains ont même fait des carrières professionnelles. Et quand tu affrontes l'OM, c'est toujours un événement, même si c'est la réserve. Et donc, forcément, tu affrontes des équipes qui ont les dents longues, qui ont des qualités et qui ont les dents longues. Et donc, c'est très compliqué. Rappelle-toi le match contre Grasse. Rappelle-toi le match contre Grasse, tu avais 2 anciens du centre de formation de l'OM qui ont pas eu leur contrat pro.
et qui depuis végètent au niveau amateur. Rappelle-toi le numéro 6, j'ai oublié son nom. Et j'étais assis à côté de son père pendant le match et il me dit regardez le match qu'il va faire. Il me parle de ce match depuis 2 mois. Sauf que le mec a quitté l'OM quoi, depuis 6 ans, 6-7 ans. Et après, moi j'ai cherché son nom, c'était pas un prospect de ouf. Écoute-moi, il est arrivé avec les dents longues sur le match. Il a fait le match de sa vie, le frérot. C'est juste pour confirmer ce que dit Azir, c'est que quand les mecs font pas de carrière pro et jouent contre des réserves pro, qui plus est l'OM, parce que la plupart sont supporters de l'OM dans la poule, ils Il n'y a arrivent. pas Paulin Puel d'ailleurs à Grasse. Il n'y a pas le fils de Puel. Ouais, il est là-bas. Et bon, il joue pas, il est remplaçant. Et t'as 2-3. Et t'as des mecs qui sont doublement ou triplement motivés. Vas-y, je te laisse continuer, frérot. Et après, il y a un élément aussi, la jeunesse de l'effectif, extrêmement jeune, mais c'est le cas de beaucoup de réserves professionnelles. Hein. Les plus âgés, c'est des 2001. Tu as des jeunes, 2004, par exemple, Mike Caprice, qui est le plus jeune de l'effectif. Ben Yaya aussi, 2005, qui a déjà eu du temps de jeu en National 2. Bref, Ouais. donc c'est trois, c'est un problème peut-être aussi de niveau, un manque d'expérience, un encadrement, le staff peut-être qui ne sait pas où il veut aller, des complications à ce niveau-là en termes de gestion. Qui font que l'OM se retrouve depuis plusieurs années en difficulté, et surtout cette saison où ça va être très 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 compliqué d'accrocher le maintien. Mais même dans ce marasme collectif, dans ces difficultés, il y a quand même des progressions ou des individualités qui arrivent à ressortir. Et je trouve que même et c'est pas mal aussi parfois dans des situations très très compliquées comme ça, de voir que certains jeunes arrivent à garder la tête relevée et à sortir des performances solides et être dans une logique de progression. Donc, il y a quand même des petits points positifs sur le plan individuel. On a 13-013 qui nous dit à partir du moment où le coach de la N2 dit en interview que ses joueurs ont la pression de jouer au campus de l'OM devant 75 spectateurs, on ne peut plus rien faire. Oui, effectivement, il a pas tort. Après, tu nous interdis de parler du coach. Donc on non, mais on a déjà oui. On a déjà pris plusieurs en plus flashés dans les émissions, donc ça sert à rien Je vais essayer de faire vite pour continuer sur ce que dit Azir. Azir parle de terrain parce que Azir est pas aussi cynique que moi. Il s'arrête à ce qui se passe sur le terrain et il le fait très bien. C'est pour ça que c'est le meilleur et c'est pour ça qu'il est dans nos émissions et qu'on l'aime. Arrête. Mais moi je suis une merde. C'est-à-dire que moi je vais aller chercher un instant de lucidité suivi du silence, tu sais. C'est que moi je vais aller la renifler, je vais la goûter, je vais voir d'où elle provient cette merde. Et quand je vois les matchs de la N2, j'essaye de comprendre pourquoi il y a Tonga qui est aligné à tous les matchs. J'essaye de comprendre pourquoi Bilal Nadjir a été récupéré pour jouer milieu récupérateur et qu'on le fait jouer le meneur de jeu et qu'on lui demande de tourner autour de l'attaquant. J'essaye de comprendre pourquoi on dit à Bertelli et Pitou, qui sont des meneurs de jeu, de jouer ailier en leur disant tu débordes et tu centres. J'essaye de comprendre. Bertelli, c'est pas un meneur de jeu, c'est plutôt un box-to-box. C'est un relayeur box-to-box, mais à la limite, si tu veux le mettre dans un 4-2-3-1, entre collé à sa ligne de défense et meneur de jeu, il est plus meneur de jeu. Mais en soi, pour ceux qui l'ont jamais vu jouer, les gars, Bertelli, c'est Maxime Lopez. Très clairement. Vraiment, c'est le même style de jeu, c'est le même physique. C'est malheureusement un petit peu moins fort au même âge. Mais c'est Maxime Lopez. Dans l'engagement, il est quand même meilleur. Oui. Oui, il est sur les appuis, mais après, il n'a pas la vista ou la rapidité d'exécution de Maxime Lopez. Mais alors que techniquement, moi, Bertelli, des fois, il y a des gestes qui me font lever de mon siège au campus. Des fois, il y a des contrôles de Manda Azir, on est assis à côté à chaque fois. Il y a des contrôles de l'extérieur du pied, ballon transversal, qui me font lever d'un coup. Je suffoque tellement. Mais bon, bref. Et justement, les amis, je vais me faire un petit peu la voix du peuple, c'est que de l'extérieur, en tout cas, on nous a vendu plusieurs têtes d'affiche, d'accord, de centres de formation. Je pense à Chaque Soirée, je pense à Simon, je pense à Jaurès Raoult, je pense à Bertelli, je pense à Gébré-Jesus. Globalement, t'as dit qui en dernier pour le lambda, Gébré-Jesus. Jamais entendu parler. On en a parlé. non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que si on se prend du point de vue de nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire justement sur le panorama un peu des jeunes qu'on nous a dressé comme le futur de centre de formation, en tout cas les têtes d'affiche à suivre. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama global? Juste. Après c'est parce que moi je finis ce que j'allais dire avant. Après, je reviens sur ta question. Quand je disais que j'avais envie de savoir pourquoi il se passait des choses, pourquoi on ne comprenait pas certaines compositions, pourquoi il y a ce qui se passe dans cette réserve alors que tu as un très bon effectif, malgré qu'il soit très jeune, ce que dit Azir. Je suis convaincu que l'effectif sur le papier peut et doit beaucoup mieux faire. Mais c'est parce qu'en fait, dans le vestiaire, il y a une ambiance de merde. Les joueurs ne s'entendent pas.
Les joueurs ne s'aiment pas. Il y a des grosses tensions au niveau du salaire parce qu'il y a, ils ont quasiment tous un contrat professionnel alors qu'ils jouent en réserve. Certains ont des contrats à 5 chiffres, d'autres ont des contrats qui dépassent les 25-30 000 euros par mois alors qu'ils sont en réserve. D'autres ne touchent à peine le SMIC en contrat aspirant, sans compter les primes de match. Bon, bref, on va pas non plus les plaindre. Mais c'est juste que quand tu vois, je vais prendre un exemple concret, Essai Gabrielsus, qui est ramené de Suisse, génération 2004, qui est amené avec un contrat professionnel très grassement payé. Et puis les autres joueurs de l'OM, à qui on a, entre guillemets, refusé des contrats, à qui on a dit non, c'est pas le moment, il faut que tu nous prouves mieux que ça. Et que le mec, il arrive à l'entraînement et qu'il voit Essai Gabrielsus à l'entraînement. Qui se dit, bon, c'est peut-être un nouveau, on va voir. Qu'il le voit 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'entraînement, en match, il est toujours mauvais. Qu'est-ce qu'il pense ce joueur-là, quand même, malgré qu'il soit meilleur que lui, qu'on lui ait refusé le contrat, qu'on lui ait refusé l'argent alors qu'il soit au même âge, il le voit titulaire quand même tous les week-ends avec le seul argument de il a un contrat pro et pas toi. Mais du coup, le problème, c'est plutôt qu'on ait donné le contrat à Ghebreyesus plutôt que. Et là, attention, c'est pas non parce qu'on a craché beaucoup sur Largué. Il faut aussi remettre en question la politique de Longoria à mettre des contrats pro sur tout ce qui bouge. Je crois que c'est Frio. Oui, mais quand je dis Longoria, c'est son organigramme. Tout à l'heure, je parlais de camp Largué. Là, je parle de camp Longoria. Mais c'est vrai que oui, pour le nommer directement, c'est David Frio qui a cette politique-là. Et je prends l'exemple de Gabrielsus. Ça marche aussi pour ton gars. Ça marche aussi dans une moindre mesure pour Bilal Nadir et Salim Ben Seguir qui ont certains passes droits. Après, il faut reconnaître aussi, Azir va pas me contredire, ils sont arrivés, en termes de talent, c'est les meilleurs de l'équipe. C'est les joueurs qui sont déjà le plus près du monde professionnel. Alors qu'eux, ils viennent d'arriver et du coup, ils ont droit à certains passes droits parce que c'est les petits chouchous. Après, moi, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. J'expose une situation qui est que le vestiaire ne peut pas vivre ensemble et ne peut pas gagner ensemble, ne peut pas vivre dans un projet ensemble quand tous les intérêts personnels et individuels sont autant en conflit. On nous posait la question dans le chat. On en revient à ce manque de direction quand même. Exactement. Tu vois, on nous posait la question pour Cheikh Souari, il n'est pas baladé de poste en poste, il est passé cette saison parce qu'il y a vraiment un gros embouteillage au milieu de terrain, au poste de milieu relayeur, au poste de latéral gauche, ce qui je trouve est une bonne chose. Azir, tu peux donner un avis sur ça. Je trouve que pour lui, par rapport à son profil et ses qualités, le poste de latéral gauche le va mieux et pourra lui ouvrir plus de portes vers le monde professionnel. Maintenant, tu nous posais la question du panorama de ces jeunes et de est-ce qu'ils sont prêts à monter les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche, très clairement, il n'y en a quasiment pas. Là, aujourd'hui, je suis incapable. Même Ben Seguir, là, qui a ces étoiles-là que tu foutes. Alors, là, moi, je vais te dire, pour moi, celui qui me semble le plus près au monde professionnel, c'est Bilal Nadir. Ben Seguir, ouais. Nadir, avec Azir, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point, mais pour moi, il y a beaucoup trop de fioritures, beaucoup trop de suffisance dans son jeu. Il est ultra talentueux. Il se permet beaucoup de choses sur le terrain parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il est très très fort, qu'il est capable de marquer, il est capable de passer, il est capable d'éliminer. Mais je trouve qu'il lui manque encore beaucoup de choses, que si demain tu le mets en pro, il va se noyer complet. Après, c'est quoi ton avis, Azir, sur Ben Seguir? T'as ton avis, Azir, ou pas? Non, moi je pense qu'en fait, il est capable de faire tellement de différences, même s'il va avoir du défait. Pour moi, pour ce genre de joueur-là, c'est pas grave, parce qu'il faut de l'exigence dans tout, et quel que soit ton poste. Mais il est capable de faire tellement de différences, peu importe la configuration qu'il va avoir de lui, que ce soit face à un bloc qui va laisser beaucoup d'espace dans le dos, ou face à des blocs, beaucoup de densité dans l'axe, où ça va être fermé, sur un geste, sur un contrôle, sur une prise de balle, sur un dribble, il peut faire une grande différence et il avance avec le ballon ensuite. Il va percuter, c'est pas ce genre de dribbleur qui se regarde jouer en fait. Il va faire mal, il est tranchant. Oui, ça, c'est quelque chose il vise le but. Niveau, c'est important, quoi. Ça, c'est une chose que je peux pas lui enlever, malgré que je suis pas son plus grand fan, plus, c'est que dès qu'il touche le ballon, il cherche la cage. Et en plus, il montre beaucoup de personnalité, parce que même s'il va prendre des coups, même s'il va se manquer, il y a beaucoup de matchs où même il a ces fameuses étoiles là, où il va être ça va être assez irrégulier. Il va avoir une période, je sais pas, il va manquer plusieurs contrôles, il va faire des mauvais choix, etc. Mais il est confiant
Et c'est bien d'avoir ces joueurs de caractère là sur le plan offensif. Il est confiant, il est sûr de sa force. Il sait qu'à un moment donné, il va faire la différence. Donc il va insister, il va continuer, même si en face de lui, il y a des grands gaillards qui vont le rentrer dedans pendant tout le match et qui va de temps en temps manquer des contrôles. De temps en temps, à côté de lui, ça va rouspéter parce qu'il ne va pas donner le ballon, parce qu'il va faire un mauvais choix, etc. Mais il reste dans son match, il reste concerné. Et c'est qu'au bout d'un moment, il va faire la différence. Et depuis le début de l'année, à 1-2, c'est le facteur plus sur le plan offensif. Et évidemment qu'il a beaucoup de choses à travailler, comme n'importe quel jeune joueur. Il est né en 2003, hein, donc il a découvert l'année dernière le monde senior, mais là, il enchaîne à l'Olympique de Marseille, il enchaîne en 1-2. Et je trouve que voilà, avec Bilal Nadir, c'est ceux qui sont les plus proches des exigences de l'équipe première. J'espère qu'il aura sa chance avec les pros. Enfin, au moins, par exemple, en Coupe de France, je ne sais pas comment ça va être géré par le staff pro, mais de parce qu'il monte sur le terrain. Après moi, en dehors du terrain, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos particulières, je parle vraiment du terrain, de ce qui se passe sur le terrain. C'est intéressant et de par son profil, qualité, profil, après en termes de performance, oui, c'est irrégulier, même s'il y a ces fameuses étoiles, même si c'est vrai, il y a encore du déchet dans certaines situations. Dans sa capacité à jouer avec les partenaires, il doit faire mieux. Il y a un vrai problème de choix. Il y a un vrai problème de choix. C'est ce que je lui reproche le plus sur le terrain, c'est que c'est un trou noir. C'est qu'en fait, dès qu'il touche le ballon, c'est soit il va chercher la cage, soit il va chercher la passe ultra décisive. Ça veut dire qu'il va vouloir rentrer dans les 6 mètres avec le ballon pour passer en retrait. C'est ça qui me frustre le plus. Après, là, il est avec les jeunes. Il sait que c'est entre guillemets, c'est le taulier, c'est le boss. Je dis bien entre guillemets, je ne suis pas dans sa tête, c'est ce que je vois de l'extérieur, ce qu'on a tout joué au ballon, on a été oui, bien sûr. éducateur, il y a des choses qu'on voit de manière assez régulière depuis des années. Il sait que c'est le taulier, il sait que c'est le patron, il sait qu'offensivement, il est mis bien par le club. Il est arrivé, il a signé son contrat professionnel. Mais quand il va être avec les pros, par exemple, je suis quasiment certain qu'il ne se comporte pas de la même manière. Il ne se comporte pas de la même manière aux entraînements. Je pense, hein. Tous les jours, il s'entraîne avec les pros, il ne se comporte pas pareil. Oui, c'est Ben Seguir, finalement c'est celui qui a fait le plus de groupes, je crois, cette saison, si je dis pas de bêtises. Peut-être avec Targaline qui est souvent dans le groupe aussi, les gars. Oui, qui fait souvent de bon. D'ailleurs, Targaline, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Déjà, c'est un joueur qu'on a vu un petit peu en prépa, en match amicaux. C'est un gars qui peut aussi avoir des qualités. Je sais pas ce que vous en pensez. Après le Targaline, que ça soit en réserve ou en Ligue 1, c'est un bon joueur, perso. C'est un très bon joueur, mais il va souffrir de deux choses. C'est que en N2, comme dans l'effectif professionnel, il y a un énorme embouteillage au milieu de terrain. Et à son poste, en fait, il n'a rien de particulier. C'est un très bon joueur. Il sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Il a une très très bonne qualité technique. Il est capable de garder le ballon dans énormément de positions fâcheuses. Mais malheureusement, il lui manque pour moi ce petit plus. Peut-être d'être plus décisif, peut-être d'être plus tranchant, prise de balle. Ce que peut faire Bilal Nadir, par exemple, qui va lui ouvrir peut-être la porte du monde professionnel, cette passerelle vers le monde professionnel. Mais c'est vrai que oui, c'est un garçon qui On peut aussi parler des gardiens, les gars, et notamment de ceux qui sont souvent le troisième gardien dans le groupe. Donc c'est soit Fabio Vanni, soit Simon. D'ailleurs, Idriss, je l'ai dit en introduction, tu as une petite info sur l'un des gardiens à nous donner. Alors, les amis, mardi 14 décembre, 21h04. Je préfère le dater parce qu'au moins on ne pourra pas dire « Ah, t'avais dit que… » À l'heure où je vous parle, Simon Ngapan-Dwetenbou est en fin de contrat en juin et il ne prolongera pas son contrat. Vas-y, excuse-moi, je sais pas qui allait parler. Non, c'était juste pour te redemander, savoir si tu pouvais rééditer l'exploit de redire son nom de famille une deuxième fois de suite. Simon Ngapan-Dwetenbou. Tu l'as très bien dit. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai commenté plusieurs fois, Simon Ngapan-Dwetenbou. Je peux le répéter une troisième fois. En vrai, c'est pas compliqué à dire. Hein. En vrai, c'est pas compliqué. C'est parce que l'orthographe, il y a un N derrière un G, puis un T entre un N et un B. Mais en vrai, c'est facile. Bref. Il est en fin de contrat cet été. Il est ultra frustré de si peu jouer, parce que même s'il fait énormément de groupes, voire tous, quand il est en tribune avec les pros, il n'est pas sur le terrain avec les jeunes. Il va pas avoir la prétention de demander la place de Mandanda ou de Paul Lopez. C'est déjà assez compliqué comme ça, pour avoir du temps de jeu. Donc il demande à jouer avec la réserve. Donc là, pour les deux derniers groupes,
On a fait appel à Vanni en tribune. Mais du coup, là, il a pu jouer. Mais Azir me contredira si je dis une bêtise. Je crois que depuis 3 ans, le garçon n'a pas joué plus de 15 matchs en 3 ans. Pas 15 matchs par an. 15 matchs en 3 ans. Une moyenne de 5 par an. Après, les saisons, il y en a une qui a été arrêtée en mars, l'autre qui a été arrêtée en novembre et l'autre qui est en cours. On est en décembre, là où je vous parle. Mais ça reste trop léger. Le joueur est très frustré. Le joueur a très peu confiance en son futur parce que Mandanda, il lui reste encore un an de contrat l'année prochaine. Paul Lopez est parti pour rester. Et donc, il n'est pas prêt pour se faire une 4e année, donc re-signer son contrat pro et faire une 4e année en tribune. Et il a très peu confiance au club de signer un contrat pro et de trouver une bonne porte de sortie en prêt. Ce qui semblerait la solution logique au final. La solution logique dans un club logique. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est dans un club qui gère bien son centre de formation, la solution est toute trouvée. Mais malheureusement, vous avez pu entendre depuis 1 heure dans l'émission que ce n'est pas forcément le cas. Merwan, je t'ai coupé, je crois. Non, c'était simplement pour dire que, il a joué un petit peu en amico cette saison. Et je l'avais trouvé, notamment en début de préparation. Il avait été intéressant. Hein. Et je le trouvais intéressant, en tout cas beaucoup moins fébrile que ce que je pensais. Pour un gars de son âge qui vient et qui joue en pro Olympique de Marseille. Donc non, vous savez que c'est pas incroyable. Vous savez que c'est mon poste de prédilection. Moi, je suis très fan du joueur. Je suis très fan du joueur. Après, regardez pour ceux qui sont ce que Edu, le tonton Edu appelle des pédophiles du football, de lancer des joueurs très vite à 17, 18, 19 ans. Regardez avec les gardiens, c'est très rare des gardiens qui commencent très jeunes et qui percent. Ces dernières années, à part Donnarumma, regardez Alban Lafont qui a connu un début de carrière assez fragile. Prenons le temps avec Simon, un gardien, ça peut attendre d'avoir 20-21 ans avant de vraiment se lancer. Anthony Lopez, il avait attendu jusqu'à 23-24, je crois. 23 ans pour Anthony Lopez, ouais. Même pour un Paul Bernardoni, il est rentré dans sa 20e année avant de jouer, d'être titulaire vraiment. Et rappelez-vous les grosses erreurs dont il était coupable quand il commence en Ligue 1. Toujours encore, mais ouais. Mais du coup, voilà, c'est très rare de lancer un jeune gardien. Et Simon, je sais qu'Azir n'est pas fan de son jeu au pied, mais moi, il a progressé. Il a beaucoup progressé, ça c'est vrai. Même si c'est vrai que je dois l'avouer, même si devant Azir, je ne l'avoue pas en personne, c'est vrai que des fois c'est dérangeant parce qu'il peut relancer court ou mi-long et il va dégager parce qu'il n'est pas sûr de son jeu. Mais moi, je mets ça sur le manque de compétition. Où le gardien, il manque de repères, il manque de confiance pour avoir la confiance en son pied en match, de pouvoir faire ces passes-là. Après, je le trouve sur sa ligne. Sur sa ligne, je trouve que c'est le meilleur gardien que l'OM a eu depuis Fabry. Donc pour moi, au même âge, il est déjà meilleur qu'Escalès, il est meilleur qu'Amadou Dia et après meilleur que Vanni sur sa ligne. Amadou Dia, il a eu une grosse période quand même à l'OM. C'est un Amadou Dia, on va faire très clair, c'est un excellent gardien, mais il a du gaz dans le cerveau. Point barre. C'est que s'il avait un tant soit peu de cerveau, il aurait déjà son contrat pro à l'OM. Et si ça se trouve, ça serait lui le 3e gardien aujourd'hui. Et Simon pourrait enchaîner les matchs en N2 tous les week-ends. Voilà. Parenthèse refermée. Et entre Simon et Vanni, il y a une énorme différence ? En soi, non, pas tellement. Vanni est peut-être même le meilleur gardien en talent intrinsèque. Mais après, si on parle de taille, je crois, Vanni. Vanni, c'est surtout ça. C'est que Vanni, il dépasse pas le 1m75, là où Simon fait déjà un bon 85. Ouais. Zoubi avait fait le choix à l'époque. Tu avais le choix à faire entre les deux pour, je crois, monter en pro, en tout cas offrir un contrat. Et je sais que Zoubi avait fait le choix de Simon et Vanni avait été extrêmement déçu derrière. Malheureusement, c'est que sa taille va fermer beaucoup de portes à Fabio Vanni, mais c'est un très 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 bon gardien. Vraiment. Villas-Boas l'appréciait, je crois. Hein. Il était apprécié. Il faisait souvent des groupes avec Villas-Boas, il me semble aussi, non ? Mais regarde, il y a un 4e gardien qui a un contrat professionnel au club. Oui, on a déjà évoqué son cas plusieurs fois. Regarde. C'est comme Maxence Flachet, c'est bon. Mais juste pour dire qu'il y a un 4e gardien qui a un contrat professionnel au club et que celui qui fait les groupes quand c'est pas Simon, c'est Vanni. Tout à fait. Scandaleux, voilà. Sérieux, cette histoire. Hein. Les gars, avant de conclure... attends, je peux pas faire une transition comme ça. Merwan, je peux avoir de très graves problèmes si on continue cette conversation. Les gars, pour conclure l'émission, on va juste évoquer deux noms qui nous ont été posés en question. Et forcément, il y en a un qui revient beaucoup, c'est Tongia. Tongia qui est arrivé dans le cadre du transfert avec la Juve et Marley Ake.
Alors, il y a 13 qui nous dit certains sur Twitter disent qu'il fait l'unanimité au club et qu'il n'est pas mis à son avantage car il ne joue pas à son poste. Lol. Il a joué de partout et il n'a pas fait un bon match depuis son arrivée. Chad Julie, en 15 minutes samedi, a fait plus que lui en un an. Je sais qu'Idriss, il a un bel avis sur ton gars. Les gars, sur ton chat, c'est quand même une situation assez particulière et on en a déjà un petit peu parlé, mais on peut s'attarder quelques minutes rapidement sur lui. Les gars, sur ton GIA, c'est un peu rocambolesque quand même finalement ce qui se passe avec lui. Personnellement, ce que je sais sur Tongia ou Tonga, peu importe, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Tongia. Ok, bah Tonga, n'en déplaise à Matt. Et ben, à la Juventus, apparemment, c'était un gars qui s'entraînait régulièrement avec le groupe pro, et pour le coup, les tifosi, même au club, ça le considérait comme un espoir qui était suffisamment crédible pour pointer le bout de son nez en professionnel. Après, quand il est arrivé à l'OM, et Idriss, tu me dis si je me trompe, il a joué en réserve directement et apparemment il a montré très rapidement pas de la suffisance, mais disons le mec qui comprenait pas ce qu'il faisait uniquement en réserve et il traînait énormément les pieds à l'entraînement. L'année dernière, moi je vais laisser enchaîner Idriss. L'année dernière, il dit à Jorge Sampaoli, il dit mais pourquoi je fais pas les groupes, pourquoi je fais pas les bancs et tout. Et Sampaoli, j'ai dit parce que t'es pas bon. Et rappelez-vous, Sampaoli a failli faire une crise cardiaque à cause d'Olivier Ncham. Hein. Mais Olivier Ncham était dans mais Olivier Ncham. Il était proche de l'apoplexie. De l'apoplexie. Oui, c'était de l'apoplexie. Mais Olivier Ncham était dans les groupes et pas Tonga. Mais alors, moi, je vais faire très court. Après, je laisserai parler Azir. Tonga, l'OM a gagné l'échange, si on parle de papier, entre Ake et Tonga. Ça veut dire que tu prends les deux joueurs, le club qui fait la meilleure affaire, c'est l'OM. Tu te sépares de Marley Ake malgré sa voiture sans permis qui est un joueur très limité, et tu récupères un très gros prospect. C'était Longoria qui l'avait fait venir à la Juve à l'époque où Longoria était à la Juve. C'est pour ça que Longoria, quand il apprend que Tonga ne veut pas prolonger à la Juve, veut le récupérer et fait entre guillemets la bonne affaire de le récupérer et de le prendre à l'OM. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sans être insultant ? Il est nul. Voilà. Azir, tu es d'accord ? Et je laisserai Azir faire les palabres. Azir avec plus de nuances. Azir est plus romantique que moi. Une crapule. Il a dit les termes aussi. Il est sans pitié. Azir, si tu aimes. Je ne veux pas que tu aies le même avis, mais peut-être un peu plus nuancé. Ouais. Non, il y a un contexte à prendre en compte. On a affaire à soit des adolescents, soit des jeunes adultes. Il est en Italie, il vient en France. Moi, mon hypothèse, je n'ai pas d'infos, mais c'est une hypothèse un peu d'extérieur qui me semble être plausible. C'est bon, ils ont fait un peu une opération financière qu'il faut entre gros clubs, voilà, etc. Un peu une opération un peu plus ou moins obscure. Il vient en réserve à l'Olympique de Marseille. Ils se sont dit, bon, s'il pète, tant mieux. S'il pète pas, voilà, ça va être un joueur parmi tant d'autres qui est passé par l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il n'a pas coûté 1 euro à l'OM. Hein. C'est des écritures comptables à 2 balles, il n'a pas coûté 1 euro à l'OM. Donc c'est 8 millions comptablement, je crois. Ouais, mais Marley Ake avait été valorisé à 3 ou 4, mais bon, bref. En gros, il n'a rien coûté à l'OM, c'est une opération un peu gratuite pour confirmer ce que dit Azir. Vas-y. Après, je pense qu'il a, je sais pas, je pense de ce qu'on voit des matchs qu'il a fait en N2, je pense qu'il a des qualités. Après, en termes de performance, c'est très loin d'être à la hauteur de ce qu'on attend des joueurs d'Olympique de Marseille ou d'un joueur qui est susceptible d'intégrer l'équipe première de manière régulière dans la rotation en tant que titulaire en puissance. Mais on est obligé de prendre ça en compte parce que je pense qu'il doit... il est vraiment pas dans une situation qui est simple pour s'épanouir en tant que joueur. Ça doit être compliqué peut-être dans le groupe, c'est peut-être compliqué dans le club, peut-être compliqué dans la ville, peut-être que voilà, il n'est pas dans les meilleures conditions en fait, tout simplement pour s'épanouir en tant que joueur. Et ça reste, c'est de l'humain, quoi. Donc même si dans ta tête tu n'es pas dans les meilleures dispositions pour performer, même si tu as des qualités, tu vas pas être en capacité de les montrer régulièrement quand il est sur le terrain. C'est tellement, et encore une fois, je dis pas dans le groupe, j'ai pas d'infos comme les collègues. Mais de ce qu'on voit de l'extérieur, on dirait qu'il est déconnecté avec le reste de l'équipe. Complètement, il vit dans sa bulle. Et donc, c'est un sport que ça reste un sport collectif. Donc, c'est compliqué de se mettre en valeur. C'est compliqué de se mettre en valeur, même si à la base, il peut avoir certaines qualités, parce que je pense que c'est un joueur qui est pas maladroit avec le ballon. Non, en vrai, après, je me dirais qu'à ce niveau-là, ils sont tous plus ou moins, ils ont plus ou moins du ballon. Hein. On est d'accord, Azir. Mais voilà, il y a beaucoup de circonstances quand même autour de ce jeune joueur, parce que ça reste un 2002, il a 19-20 ans.
Enfin, 19 ans, il va sur ses 20 ans. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Et on est obligé, même ça fait un peu gnangnan, et c'est le cas pour Tonga comme pour n'importe quel joueur du centre de formation, d'un club pro, d'un club. Il y a un contexte à prendre en compte. Quand on dit contexte, il y a le club, il y a la structure familiale, il y a les conseillers, il y a ce qui se passe autour de toi, il y a ton état d'esprit, ton état psychologique, mental, ta confiance. C'est pour ça qu'on parle d'encadrement. C'est un tout qui va permettre à un jeune joueur d'exploiter des qualités qu'il a à la base. C'est pas je suis bon, je deviens footballeur pro, j'arrive à faire une carrière, j'arrive à devenir à l'OM et je suis pas bon. Et voilà, je suis une merde et faut qu'on s'en fout de moi, tu vois. Donc, je pense que le contexte, il joue beaucoup avec Tonga, parce que c'est quand même un mec qui a un passé en sélection de jeunes. Voilà, certes, il est mauvais à l'OM, il est mauvais, on ne peut pas lui trouver d'excuses. Mais je pense vraiment que là, il s'est formalisé avec le club, qu'il est dégoûté d'être en réserve et que tout simplement, il n'a juste pas envie d'être là. Et je peux vous dire qu'en tout cas, il essaye de partir. En tout cas, il a menacé de partir, ou il a dit qu'il allait partir. Lors du prochain mercato ou lors des prochains mercatos. En tout cas, il va étudier ses possibilités. En janvier, il s'en va. Bon, moi, en tout cas, je serais extrêmement surpris qu'au 31 janvier, il soit encore à l'OM. Parce que là, pour le coup, c'est une situation qui est vivable pour personne. Parce que comme il a un contrat professionnel et un salaire qui dépasse les 30 000 € par mois, il est, entre guillemets, obligé de jouer titulaire quand il se rend disponible pour la réserve. Et du coup, il prend une place pour rien. Et l'entraîneur de la réserve, tout aussi débile soit-il, il peut pas le mettre, il sait pas où le mettre. S'il le met en pointe basse, du coup tu fais pas jouer Skurtino ou Coman et du coup ça sert à rien. Tu le fais jouer en un des deux postes du milieu, au final s'il est dans un jour où il a pas envie de jouer, il va te coûter le match. Du coup le plus souvent il est utilisé sur l'aile. Après là où je rejoins Azir, c'est que c'est un joueur qui est très talentueux. Je l'ai dit sur le papier, l'OM a gagné l'échange avec Ake. Avec Azir on se dit souvent une prise de balle, une conduite de balle ne ment pas. Et Tonga, il a une prise de balle d'un joueur qui sait ce qu'il fait, qui est copain avec le ballon. Après, malheureusement, voilà, il y a le contexte, il y a le mental. Le joueur est complètement, mais à l'ouest complet. Pour moi, dans sa tête, il est toujours pas arrivé à l'OM en fait. Les gars, pour conclure, c'est Alan qui nous en parlait il y a quelques minutes dans le chat et on va conclure sur lui. Parce que lui aussi a fait quelques groupes cette saison. C'est Paolo Sortido, qui lui aussi est milieu de terrain. Décidément, tu le disais, Idriss, il y a un embouteillage à ce poste-là au centre de formation et chez les plus proches du groupe. Sur Paolo Sortino, les gars, on en avait un petit peu parlé aussi, je me rappelle. Vous me l'aviez bien vendu aussi, ce joueur, les gars. C'est un beau joueur, mais malheureusement trop neutre. Il n'arrive pas je suis obligé de forcer la comparaison avec Alex Filippono, qui joue au même poste jusqu'à il y a 2 ans. Il n'a pas ce truc de faire la passe clé, la passe qui va casser les lignes, la passe qui va de suite mettre son attaquant dans les bonnes conditions. C'est très bien exécuté, c'est très propre, mais c'est neutre. Ça apporte pas grand-chose au collectif. Azir, tu partages l'avis d'Idriss ? Ouais, dans le profil, c'est depuis qu'il est il a l'OM depuis longtemps, mais depuis le foot à 11, c'est un peu. Faut savoir que son père, je te coupe rapide, Azir, son père Noël Skurtino est une légende du foot amateur des Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Donc c'est familial le talent. Donc ouais, je disais que c'était un peu les manques qu'on pouvait pointer, surtout que c'est un joueur qui est à l'aise techniquement, qui est vraiment propre. Après, c'est la formation en club pro. Forcément, les mecs, quand tu as l'OM depuis 8 ou 9, tu apprends des choses qu'en amateur, tu ne vas pas forcément apprendre. Donc, techniquement, c'est assez propre. C'est un joueur qui est intelligent aussi, capable de gagner des ballons grâce à son sens de l'anticipation, en cassant des lignes de passe, même s'il a un physique un peu fluide de l'extérieur, mais il n'a pas peur de mettre le pied, de défendre à l'avançant. Mais après, comme l'a dit Idriss, c'est vrai que aujourd'hui, on demande, surtout au football de haut niveau, des milieux de terrain qui sont capables, par leur passe et des fois aussi par leur course balle au pied, de casser des lignes, de faire une différence dans la transition, de vite être en capacité de trouver les joueurs offensifs pour apporter du danger. Et même si je trouve quand même que cette saison, je l'ai vu beaucoup plus faire ça que par rapport aux saisons précédentes. Peut-être que ces entraînements avec le groupe professionnel, avec les conseils du staff pro, font que voilà, il est dans une démarche positive par rapport à ça. Mais bon, ça reste encore insuffisant. Mais encore une fois, c'est un très jeune joueur. Il a fait 18 ans il y a un mois. Hein. Il est très jeune. Il vient de signer son contrat professionnel. Lui, pour le coup, ce contrat professionnel, c'est juste pour le mettre à l'aise. Le vrai contrat, ça sera le prochain.
Donc on Après, verra son évolution. Paolo, il brille beaucoup plus quand son équipe souffre. Parce qu'il est tellement à l'aise techniquement, il est tellement propre dans son jeu que quand son équipe souffre, elle peut se reposer sur lui. Et après, lui, là, dans ces moments-là, il sait faire respirer le ballon, il sait le sortir très proprement, techniquement, il n'est pas loin de la perfection. Mais voilà, moi, il me manque ce plus de personnalité, ce truc de prendre le ballon, d'essayer de courir avec 5-10 mètres, n'aie pas peur de monter, de casser la ligne, de pas obligatoirement passer par ton relayeur ou ton meneur de jeu, mais d'aller chercher directement l'attaquant, ou pourquoi pas, même soyons fous, de monter, de frapper. Voilà, il me manque un peu ce petit plus de personnalité pour Paolo Sciortino. Les gars, on va conclure sur ça. C'était très intéressant. À chaque fois, toujours d'excellentes émissions sur le centre de formation qui va ravir, je pense, nos auditeurs. On vous remercie tous ceux qui étaient là dans le chat, que ce soit 13, Alan, Maziada, Abeno, merci à tous. Et d'ailleurs, merci, on a eu pas mal de nouveaux follow là sur Twitch, donc merci, je vais les citer. Abalezin, merci Thibaut OM199, ouais, Sun Hype, Chivi, Sobredo 71, Yann Mo 1, CAP Max 13 et Maziada, donc je te les citais. Merci à vous de nous avoir suivis et puis vous êtes les bienvenus. Et puis, oui. Il n'y a pas de petit débat minot. Là, on est déjà à une 18 d'émission. Ouais. Et c'est un débat qu'on va garder pour les prochaines émissions parce que je pense que ça va être très intéressant. Ouais. Surtout avec l'info que tu sors, Idriss, là, sur Simon qui lui aussi va suivre la même voie. On le fera autour de janvier quand Bouba Camara aura pris sa décision et qu'elle sera officielle. Donc d'ici la fin de l'année, 2 émissions. La semaine prochaine, on reçoit Benjamin Poté, c'est celui qui a fait le film sur Gunnar Anderson. On l'avait déjà reçu l'an dernier pour qu'il nous parle. Et là, il parle de son film, et là, il va revenir faire le point parce qu'il est nommé dans plein de festivals, donc apparemment, ça marche bien pour lui. Et puis, vu qu'il est supporter de l'OM et grand suiveur de l'OM, on va évoquer avec lui l'actu de l'OM aussi, hein, évidemment. Il sera avec nous pour débattre. On sera à 2 jours de Canet-Rocheville, on va bien rigoler. Voilà, tout à fait. J'espère que ce sera une émission dans la bonne humeur. Ouais. Et ce sera le 27, je crois, si je dis pas de bêtises, le lundi 27. Le top 10 du top 30, ça y est, les 10 derniers joueurs la fin du classement. Donc là, ça va être quelque chose, ça aussi, les gars. Je pense que on va bien rigoler. Là, il y aura moins de débats que l'autre fois, mais parce qu'on est finalement plutôt d'accord tous sur les noms, mais c'est les placements, on le sait, là, qui. Ah oui, il y a des gros problèmes de placement. Il y a des gros problèmes de placement, là, donc ça va être sympa. Merci les gars, merci Azir, hein, merci d'avoir été avec nous. Le 2e retour de la saison, tu sais ce qu'on dit, hein, jamais 203, hein, Azir. Merci à vous. Saison, hein. Merci à vous, toujours de parler de l'OM, parler des jeunes, même si on pourrait en parler pendant des heures et des heures pour être encore plus précis, etc. Mais toujours un plaisir. Merci à vous, les gars. Je réponds à Alan qui nous dit c'est quand la prochaine émission, c'est mardi prochain. Mardi prochain, Alan. Lundi, je suis pris par d'autres obligations professionnelles, donc on fait ça mardi. Mardi à 20h. C'est tous les mardis ou tous les lundis 20h. Voilà, ça dépend. Et le mardi, maintenant, il n'y a plus Koh-Lanta, donc voilà. Donc Alan, chacun nous suivre, hein, follow la Passe ton ballon et puis au moins tu seras averti quand il y aura des émissions. Voilà. Mais nous on se retrouve la semaine prochaine les gars et puis passez une bonne semaine et salut tout le monde. Passe ton ballon.